Et voilà, nous sommes en ligne. Bonjour à tous. Alors, j'ai préparé une coupe de champagne. Bonne année. Je vous promets que je ne viderai pas toute seule la bouteille de champagne pendant nos vœux. Je vous souhaite à tous très bonne année. C'est vrai qu'elle commence de manière étrange et je me remémorerai nos vœux de l'année dernière qui ont été faits au Grand Palais, en fait, où nous présentions notre rapport sur la transformation. Eh bien, nous ne savions absolument pas ce qui, 2 mois après, même si on commençait à parler de pandémie en Chine, évidemment, ce qui allait envahir le monde. Alors, espérons que cette année, nous aurons aussi une surprise, mais qu'elle sera bonne, que la vaccination marchera et que nous arriverons à nous défaire de ce Covid-19 et que nous n'arriverons pas, pour reprendre le dernier chapitre du dernier livre d'un de nos invités, Christian de Pertuis, au Covid-39, qui manifestement est, comment dirais-je, est lucide, mais Très peut-être, bonne lecture, Bettina, très bonne lecture. j'espère effectivement qu'il se trompe. En tout cas, à tous, très bonne année. Je voudrais, je ne vais pas caractériser l'époque, hein, je crois que tout le monde le fait de manière extrêmement abondante. Je voudrais simplement dire que c'est une année extrêmement importante pour les sujets qui occupent depuis très longtemps le comité 21, puisque évidemment sont concentrés cette année l'ensemble des conventions sur le climat, sur la biodiversité, les réformes de gouvernance pour la France, la loi climat et puis beaucoup d'autres événements. Et que finalement, même si l'année dernière, le bilan des objectifs de développement durable a été fait de manière assez négative par le secrétaire général de l'ONU, nous avons quand même encore, oui, c'est ça, 9 ans, un peu plus de 9 ans devant nous pour arriver à 2030. Et espérons que cette crise sera une sorte de, comment dirais-je, de catalyseur de transition et de transformation et non pas un premier signal, d'ailleurs ce n'est pas le premier d'ailleurs, mais un premier signal ou un signal important sur une dérive par rapport à tout ce que nous espérons. Alors, dans un premier temps, on va vous dire un petit peu, puisque ce sont nos vœux, le programme de cette année du comité 21. Et d'ores et déjà, je voudrais remercier Christiane Pertuis et Laurent Berger d'être les vedettes de ces vœux 2021. Moi, je suis très heureuse qu'ils aient accepté de parrainer les vœux du comité 21 de cette année parce qu'ils représentent chacun deux personnalités qui comptent, qui sont très engagées, évidemment de par leur fonction, mais aussi de par leur personnalité, qui sont également très écoutées. Et comme tous les gens qui ont dit les choses vraies un peu avant les autres, maintenant on commence vraiment à les écouter. Et puis de personnalités qui n'ont pas de langue de bois. Et je dois dire que c'est très certainement ce dont nous avons besoin, un langage de vérité, parce qu'il n'y a que la vérité, on le voit bien en ce moment, qui mène à la confiance. Alors d'abord, je vais céder la parole à nos deux directeurs, à notre directrice et à notre directeur, Sarah Schoenfeld et Antoine Charlot, pour qu'ils vous présentent comment les petits plats qu'on vous a concoctés pour l'année qui vient. Merci beaucoup, Bettina. Et bonne année à tous. À chaque fois que je souhaite les vœux pour l'année 2021, c'est vraiment le vœu que je formule du retour au présentiel qui commence vraiment à se faire attendre et qui manque à beaucoup, beaucoup d'entre nous. Donc, on va continuer le virage numérique qu'on a pris en 2020. C'est sûr, parce que ça permet de maximiser la participation à nos ateliers et donc d'avoir un accompagnement beaucoup plus fort, beaucoup plus ambitieux, avec un nombre d'adhérents beaucoup plus important. Mais le présentiel, c'est quand même quelque chose de très précieux, on le voit et on arrive un peu à bout de ce 100% distanciel. Alors, à l'établissement national, uniquement l'établissement national,
on poursuit les 3 parcours d'accompagnement que l'on vous a proposés en 2020. Un parcours autour des enjeux de sobriété et les nouveaux modèles sous-jacents à cette sobriété. Un premier atelier a eu lieu en 2020 et ces 4 ateliers qu'on vous propose en 2021, un autour des enjeux de marketing et de sobriété, un autour des enjeux d'économie circulaire, un autre autour des low-tech et un dernier autour de la Smart City. Pour retrouver les dates, je vous invite vraiment à consulter notre site internet. Le parcours adaptation au changement climatique, c'est un parcours identitaire du Comité 21 qui a débuté dès 2018 et qui se poursuit en 2021 autour des enjeux sectoriels. Quelles solutions sectorielles d'adaptation au changement climatique dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans le domaine des financements, dans le domaine de la mobilité. Là aussi, c'est 4 ateliers de ce parcours qu'on vous propose en 2021. Et puis le dernier parcours, c'est un parcours plus dédié aux acteurs des collectivités territoriales, les acteurs publics, qui fait l'analyse des nouveaux dispositifs et des nouveaux outils au service de la transformation des territoires. On a eu 2 premiers ateliers en 2020 autour du budget vert et autour des financements innovants pour le développement durable. En 2021, c'est plutôt les outils de planification et les outils de gouvernance que l'on va étudier plus particulièrement. Et enfin, vous savez que depuis 2017, on déploie avec l'aide de l'ADEME, avec l'aide de l'AFD, avec l'aide du CGDD, un tour de France des ODD. C'est notre programme phare pour sensibiliser à l'agenda 2030, pour aider les acteurs privés, publics, locaux à décliner chez eux, au prisme de leurs compétences, les objectifs de développement durable. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, en 2020, ça a été très compliqué de tenir le calendrier qui a été proposé en début d'année. On a préparé 6 étapes, une seule a pu se réaliser en Bourgogne-Franche-Comté l'année dernière. Et donc cette année, en 2021, nous nous arrêterons de toute façon, même si la crise sanitaire se poursuit, en distanciel, mais on espère en présentiel, dans 6 régions, en Pays de la Loire, en Île-de-France pour le mois prochain, en Isère en avril, en Guadeloupe au mois de mai, en Sud-Aquitaine d'ici l'été, et au second semestre en Occitanie, en Nord-Aquitaine et probablement aussi en PACA. Voilà pour les spécificités de l'établissement national. Merci Sarah, bonjour à tous et à mon tour de vous souhaiter une très belle année 2021. Très rapidement, en ce qui concerne l'établissement régional du Comité 21, situé à Nantes et rayonnant sur l'ensemble du bassin Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, nous avons une activité en 2021 relativement dense, en partie là aussi en distanciel, à travers quatre parcours. Un parcours dédié aux entreprises que l'on a intitulé Parcours RSE et Impact Positif, pour dépasser la logique des petits pas que nous connaissons dans les entreprises et réellement interroger l'impact social et environnemental des entreprises, en particulier des PME et des ETI. C'est la cible que nous avons. Donc à la fois pour les aider à mieux mesurer leur impact territorial, social et environnemental, je l'ai précisé, mais aussi également les aider et les accompagner dans la formulation de leur raison d'être et de leur engagement sur la durée. Avec en toile de fond la question du modèle d'affaires, la transformation des modèles d'affaires, qui sont évidemment des enjeux importants lorsqu'on parle de RSE. Donc 10 étapes vont être organisées à partir du 11 mars jusqu'à février 2022 pour aider ces entreprises à innover, à se transformer au regard des mutations qui sont les nôtres. Nous avons un deuxième parcours que nous avons intitulé Agenda 2030 local, qui est dans la continuité de ce que Sarah a présenté dans le Tour de France des objectifs de développement durable, qui est de pouvoir aider les acteurs du territoire à formuler leur engagement en matière d'objectifs de développement durable et plus largement à pouvoir participer à l'élaboration de dynamiques territoriales sur l'agenda 2030 local.
Vous savez, le Comité 21 a été longtemps spécialiste de la déclinaison des agendas 21 locaux. Nous utilisons aujourd'hui les objectifs mondiaux de développement durable pour voir comment les décliner territorialement et comment une entreprise, une association, un établissement d'enseignement et de recherche ou bien une collectivité peut contribuer concrètement à la mise en œuvre des ODD à l'échelle locale. Nous travaillons également sur un parcours dédié à la ville durable. Vous savez que nous sommes en France, mais particulièrement dans les régions de l'Ouest, fortement urbanisées avec une dynamique démographique extrêmement forte, en particulier sur le bassin nantais ou le bassin rennais. Et donc, cette urbanisation aujourd'hui a un impact extrêmement fort sur l'environnement, bien sûr, mais aussi sur la vie en société. Le Covid, d'une certaine façon, met en évidence ces impacts sociaux et environnementaux. Et à ce titre, donc, nous avons réinterrogé l'usage de la ville, son fonctionnement, la place de la biodiversité en ville, la place évidemment de la mobilité, des circuits courts. Nous interrogeons également la question de l'agriculture urbaine. Bref, un ensemble de dimensions qui aujourd'hui ne doivent plus être ignorées de ceux qui conçoivent la ville, la collectivité en tant que donneur d'ordre, mais aussi les architectes, les urbanistes, les sociologues, les constructeurs également, qui participent à la création et à l'animation de ces villes. Et puis enfin, un parcours éco-conception que nous faisons en partenariat avec l'ADEME régionale, de façon à aider les entreprises à concevoir différemment leurs produits et leurs services. Il s'agit d'une formation-action que nous proposons de façon à revoir la façon dont on conçoit ces produits et ces services, en prenant en compte leur impact environnemental et aussi social, et plus largement en essayant de prendre en compte les circuits de proximité. Évidemment, le plan de relance met largement en avant, et on en parlera très certainement, la question de la relocalisation d'un certain nombre d'activités, et notamment les sous-traitances et les achats. Et donc, derrière cette question de l'éco-conception, il y a évidemment la question des circuits de proximité. Donc voilà 4 parcours qui sont aujourd'hui animés par le Comité 21 Grand Ouest. Au niveau du groupe, parce que vous savez que le Comité 21 est désormais un groupe associatif qui est composé de plusieurs établissements, donc celui que je dirige au national et celui qu'Antoine dirige au niveau du Grand Ouest. On a des activités en commun qu'on propose à tous les adhérents, qu'ils soient adhérents du national ou qu'ils soient adhérents du Grand Ouest. Alors, je vais peut-être commencer. On a proposé dès septembre 2020 un groupe de réflexion qui relève donc de notre activité think tank que l'on co-anime avec le cabinet des Anges et des Hommes, que je remercie encore aujourd'hui pour sa forte implication à nos côtés, autour de l'entreprise, de ses parties prenantes et des nouvelles voies de gouvernance et de résilience que l'on peut définir pour relever les défis aujourd'hui de ces mutations sociétales en cours. Ce think tank, il va être rythmé avec 3 livrables dont le premier va sortir en février, autour d'un benchmark des bonnes pratiques internationales des entreprises étrangères. En mars-avril, plutôt avril d'ailleurs, je crois, le deuxième livrable qui sera le résultat d'une enquête quantitative et qualitative que l'on a menée en France avec l'appui de plein de réseaux d'entreprises, d'ailleurs, que je remercie également, pour savoir où en sont les entreprises françaises de leurs pratiques de dialogue parties prenantes et de leur ouverture de gouvernance. Et en juin, à l'occasion de notre Assemblée générale, nous aurons le livret final, un rapport de position et de recommandation sur cette question. Autre activité qui concerne l'ensemble des adhérents nationaux et régionaux, c'est le think tank sur la résilience des territoires. À l'image de ce que Sarah vous a présenté sur la résilience des entreprises, il est évident que la Covid et plus largement l'ensemble des mutations auxquelles nous devons faire face aujourd'hui posent la question de la résilience des territoires.
à savoir à la fois leur capacité d'anticipation de ces mutations sanitaires, comme c'est le cas aujourd'hui, sociales, environnementales, technologiques, mais aussi la question d'absorption des chocs lorsqu'il y a choc et de transformation des territoires de façon à ce que les mutations ne se transforment pas en crise comme c'est le cas actuellement. Et donc, derrière cette question de la résilience, nous avons souhaité étudier un axe particulier qui est la coopération. La coopération parce qu'on a vu, y compris dans l'histoire récente à travers la crise sanitaire, que les territoires qui ont été le plus en capacité de faire face à la crise qui est la nôtre sont ceux qui ont eu des logiques de coopération entre territoires d'une part, entre les régions, les départements, les intercommunalités et les communes, mais aussi entre le public et le privé, y compris des grandes métropoles comme nous l'avons dans l'ouest de la France qui ont eu l'intelligence, la capacité à mieux s'appuyer sur le tissu associatif, à mieux s'appuyer sur les habitants du territoire pour maintenir un certain nombre de services essentiels, y compris aux populations les plus fragiles, comme c'est le cas des personnes âgées, comme ça a été le cas en tout cas des personnes âgées pendant le premier confinement. Donc voilà un beau sujet sur lequel on va avoir un premier livrable d'ici une vingtaine de jours qui donne les premiers enseignements de cette résilience des territoires et un deuxième livrable au mois de juin sur les leviers pour renforcer cette résilience, évidemment à mettre en parallèle d'une loi en préparation qui est la loi 4D sur les questions de décomplexification, différenciation et surtout d'expérimentation sur les territoires d'un certain nombre de compétences pour faire face à des mutations qui, de toute façon, sont exceptionnelles. Deux autres think tanks, avant de passer aux autres travaux qu'on n'a pas listés sur cette diapo, mais qui vont être mis en œuvre en 2021, concernent deux sujets évidemment centraux, la question de la neutralité carbone, dont tout le monde parle aujourd'hui, mais encore peu d'acteurs savent réellement comment l'atteindre, avec des logiques territoriales extrêmement fortes entre des bassins territoriaux qui sont extrêmement carbonés et d'autres qui ont la capacité d'absorber. Donc la question de la solidarité climatique entre les territoires est évidemment centrale lorsqu'on parle de neutralité carbone. Et un autre sujet, là aussi important pour nous, qui est l'acceptabilité de la transition écologique, parce que vous voyez bien que de plus en plus de citoyens sont sensibles à cette question-là. Pour autant, sur le terrain, on voit aussi encore beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui contestées par les acteurs, que ce soit sur l'implantation d'éoliennes, de méthanisation, y compris sur de l'éolien offshore d'ailleurs, mais aussi plus largement sur la suppression progressive de la voiture en centre-ville, qui sont aujourd'hui sur le papier plutôt des actions qui sont soutenues par la population, mais lorsqu'elles sont mises en œuvre, ont énormément de mal à être acceptées par la population. Voilà pour des sujets 2021 et Sarah, je te laisse terminer sur les deux autres sujets groupes. Très, très rapidement, ces deux sujets qui touchent à l'international. Vous savez que le Comité 21 a toujours été très engagé lorsqu'il s'agissait des grandes conférences internationales liées au développement durable et qui vont définir après les grands objectifs pris par la France et déclinés après au niveau local par les entreprises et par les territoires. Donc, un groupe de travail avec 6 partenaires très engagés autour de l'ODD 17. Beaucoup d'organisations, dont nous, se revendiquent de l'ODD 17, parfois pour dire des choses un peu contradictoires. On a voulu s'arrêter dans une note de décryptage pour vraiment poser les enjeux, essayer de présenter pas que l'enjeu de la coopération multi-acteurs, mais aussi tous les autres enjeux qui sont soulevés par les 19 cibles de l'ODD 17 et de présenter quelle est l'actualité criante de cette ODD face aux crises multiples que nous connaissons aujourd'hui, qui se multiplient entre elles, hein, que ce soit la crise sociale, la crise sanitaire, la crise climatique, la crise économique ou même la crise sociétale de représentation un peu de nos modèles de démocratie. Et puis, on continue en 2020, et ça a été mis entre parenthèses, mais on continue notre forte mobilisation pour vous aider à décrypter donc l'actualité internationale liée au développement durable. La COP15 qui arrive pour les enjeux de biodiversité, qui va être aussi importante que la COP21, que la COP21 l'a été pour le climat, puisque l'objectif n'est pas moins que de redéfinir tous les objectifs internationaux de biodiversité, le nouveau cadre mondial finalement. La COP26, celle qui est dédiée au climat, arrivera à l'automne au mois de novembre à Glasgow et reprendra les négociations mises entre parenthèses en 2020.
et puis le Forum politique de haut niveau, qui est le rendez-vous annuel de tous les États, et y compris des acteurs non étatiques, pour mesurer la progression des ODD dans le monde. Donc nous, on y participe et puis on vous en extrait la substantifique moelle. Et nous allons terminer sur deux opérations. Les slides ont du mal à passer, en fait. Voilà. Deux opérations importantes. Une opération qui se tiendra, on commence par la fin, les 1er et 2 juillet en Vendée, autour des universités d'été de la citoyenneté écologique, où nous rassemblerons l'ensemble de nos adhérents sur ce thème important de la citoyenneté écologique, dans la continuité de l'ensemble des travaux qui ont été menés par le Comité 21 comme sur le chacun sujet. sait, étant un berceau citoyen. Et Sarah, donc, pour l'Assemblée générale, le 16 juin. Le 16 juin, où on ne sait pas encore où ça se déroulera. On espère aussi que ce sera en présentiel et ce sera l'occasion pour nous de vous présenter les recommandations de nos 2 premiers think tanks, celui sur la coopération des territoires et celui sur le dialogue partie prenante des entreprises. On peut passer à ce que vous attendez tous, j'imagine, le débat sur la relance durable avec nos 2 invités, qu'on remercie d'avoir accepté notre proposition, Christian Depertuis et Laurent Berger, et je laisse la parole à Bettina pour animer ce débat. Merci Sarah, merci Antoine. Effectivement, nous avons fait comme si nous étions en présentiel, puisque maintenant le mot est consacré, c'est-à-dire que tous les ans, nous donnons à nos invités, à nos vœux, notre programme. Donc, nous avons fait la même chose. Et merci de nous avoir donné ce panorama. Vous voyez, on fait beaucoup de choses. Certains disent trop, d'autres pas assez. C'est toujours comme ça, l'équilibre. Et nous espérons en tout cas que tous ces sujets retiendront votre attention. Je profite de ces vœux d'ailleurs pour remercier et souhaiter une très bonne année. Je l'ai bien entendu fait avant, mais je le fais de vive voix et devant tout le monde, à tout le conseil d'administration du Comité 21, dont la plupart des membres d'ailleurs sont avec nous, à toute l'équipe du Comité 21 qui travaille énormément et qui a traversé l'année malgré les circonstances avec un engagement tout à fait vif et renouvelé. Alors nous voilà effectivement au débat. Moi, je suis donc très heureuse, je le redis, d'accueillir Laurent Berger et Christian Depertuis. Je ne vais pas répéter leurs éminentes qualités, je les ai déjà dites. Nous avons un peu réfléchi sur le sujet que nous allions traiter pour ces vœux. Et même si finalement, moi, je n'aime pas beaucoup à titre personnel ce terme de relance, je crois quand même qu'il est tout à fait bienvenu, en tout cas, de nous projeter sur les problèmes que nous allons rencontrer au niveau économique. Dans une interview, Laurent, vous disiez, je crois que c'était hier ou avant-hier, que vous étiez tout à fait inquiet, en particulier par la montée du chômage. Mais il faut aussi regarder l'espoir ou non, suffisant ou pas, que donne le plan de relance, tant au niveau européen qu'au niveau français, et s'il y a en fait quelques pistes de changement de société finalement. On parle beaucoup moins après le second confinement. Je dis second parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de troisième si je dis second, ça j'aurais dit deuxième. Donc on parle beaucoup moins en fait du monde de demain, on a beaucoup moins de projets sur le monde de demain, on a une espèce de nostalgie, c'est clair, sur le monde d'hier. Et je pensais à ce qu'avait dit au moment du premier confinement le philosophe Bruno Latour, qui d'ailleurs ressort un livre cette semaine, qu'il nous fallait, je cite, imaginer les gestes barrières contre chaque élément d'un mode de production dont nous ne souhaitons pas la reprise. Alors, je me demande un peu si ces gestes barrières ont été finalement respecter, entre guillemets, cela. Et pour ça, j'ai envie de vous donner la parole successivement d'abord pour un premier échange autour de ce que vous pensez de la relance, du plan de relance. Vous êtes, Laurent, avec la CFDT, très engagé sur
le monde écologique, avec le pacte que vous soutenez avec un certain nombre, que vous avez initié avec Nicolas Hulot et que vous soutenez avec un certain nombre d'organisations. Et nous sommes en train de vous rejoindre. Ça sera, je pense, entériné bientôt. Donc, nous allons effectivement dans le même chemin, Pacte et Comité 21. Mais finalement, maintenant qu'elle commence à se dérouler, maintenant qu'en même temps, il y a effectivement une possible aggravation de la pandémie, que pensez-vous de cette relance? Alors peut-être que je vais donner la parole d'abord à notre économiste présent, Christian, d'autant plus qu'il a fait récemment donc, un livre sur Covid-19 et réchauffement climatique. Et puis je vais demander là peut-être à Laurent de réagir à ces propos et on fera un peu le contraire aux deux prochains rounds, si j'ose dire, de la discussion. Christian, à toi. Bien, merci beaucoup. Meilleurs vœux à tous. Merci de cette invitation. Moi, je pense que la question est un peu double. Il y a le volet économique et le volet écologique. Sur le volet économique, je dirais que le plus dur est devant nous. Parce que effectivement, l'économie européenne et française vit totalement sous perfusion. Et quand on retire la perfusion, il faut que le malade tienne le coup. Et je pense que ça va être extrêmement fragile. Donc, moi, je partage, je n'ai pas lu l'interview de Laurent, mais je partage tout à fait son inquiétude, notamment sur l'emploi. Parce que je l'ai écrit du reste dans le petit ouvrage qui est sorti au printemps. Je pense que la question majeure de la résilience macroéconomique par rapport à cette crise qui est loin d'être terminée, c'est de voir comment est-ce que l'emploi va résister. Et je pense que l'emploi ne peut résister que si on trouve de nouveaux modes d'ajustement, notamment en termes de partage du travail et des rémunérations. Sur le volet écologique, je ne crois absolument pas au risque d'effet rebond qui est brandi par beaucoup de mes collègues dans les ONG écologiques. Du reste, si vous regardez après la récession de 2009, il n'y a pas eu d'effet rebond important en Europe, même pas non plus aux États-Unis, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Parce que déjà, on était avant le choc dans une dynamique de baisse des émissions. On n'était pas La question, c'est est-ce que la pandémie a accéléré les transformations? Et la thèse de mon ouvrage, c'est que si on veut accroître la résilience par rapport aux épidémies, on va aussi accroître notre résilience par rapport au changement climatique. Donc, je pense que la sortie de la crise sanitaire permettra aussi d'accélérer la transition énergétique. Il me semble que le plan de relance européen est tout à fait spectaculaire en la matière. On n'a jamais vu un plan de relance qui prévoyait autant d'investissements fléchés sur la transition énergétique. Le plan français reprend à peu près les mêmes ordres de grandeur, avec peut-être un petit peu moins de vigueur dans certains cas. Moi, je voudrais attirer l'attention sur deux faiblesses qui me semblent très importantes dans ce plan de relance sur le plan écologique. Le premier, c'est que si on veut accélérer la transition bas carbone, il ne suffit pas d'investir en addition dans le verre, dans l'hydrogène, dans les éoliennes. Il faut désinvestir très rapidement. Je pense que notre société sait à peu près investir quand on lui donne les bonnes incitations. Par contre, elle sait beaucoup plus difficilement désinvestir. Et donc ça, je crois que le coût caché, le coût gigantesque de cette transition énergétique, si on veut l'accélérer, c'est ce coût de l'investissement qui est un coût en fait de reconversion. Et donc, je crois que autant je trouve que le plan de relance est assez bien configuré pour faire des nouveaux investissements verts, autant il manque des moyens, de l'argent, mais pas que de l'argent, il manque de l'investissement dans tout ce qui est reconversion des investissements des fossiles. Il y a bien en Europe le fonds pour une transition juste, dont c'est l'objectif d'accompagner les territoires dans ces reconversions. Mais pour moi, ce fonds de transition juste n'est absolument pas doté suffisamment. Et il faudrait arriver à déplacer une partie des ressources vers ces reconversions qui vont se multiplier.
dernier exemple que j'ai en date, hein, c'est le problème des fonderies. Hein. Si on bascule de la motorisation thermique vers de la motorisation électrique, qu'est-ce qu'on va faire de tous les moyens qui sont aujourd'hui dans la fabrication des véhicules thermiques? Bon, voilà, c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres. Le deuxième volet qui me paraît faible, c'est que autant je trouve que la relance, le plan de relance, j'aime pas beaucoup de termes non plus, mais on va utiliser ce terme puisque si on veut se comprendre, il faut mieux utiliser les termes qui sont sur la table. La deuxième faiblesse de cette relance au niveau européen comme au niveau français, je trouve, c'est que il y a un focus sur la transition énergétique qui est très bon. Je pense qu'on voit bien que les fossiles souffrent beaucoup plus que les renouvelables, et c'est bien. Enfin, si on arrive à faire la reconversion. Quid de l'investissement dans la biodiversité, quid de l'investissement dans la diversité du vivant, quid de l'agroécologie? Il y a bien la réforme de la PAC, mais je trouve que on est loin d'avoir sur la partie que j'appelle carbone vivant le même effort d'investissement, de réinvestissement. Et je crois que la réussite de la transition bas carbone, la neutralité carbone à laquelle faisait allusion tout à l'heure Antoine, je crois, repose sur deux jambes. Une jambe de transition énergétique, effectivement, parce qu'il faut sortir très vite des énergies fossiles, mais aussi une jambe que j'appelle carbone vivant, qui est le réinvestissement dans le vivant, le réinvestissement dans l'agroécologie. Et là, ce n'est pas uniquement l'agriculture urbaine ou la nature en ville, hein, c'est vraiment l'ensemble de la nature sur laquelle il faut investir. Et là, je dirais que nous ne sommes pas du tout encore à la mesure de l'enjeu. Voilà, Bettina, j'avais 5 minutes, je crois que j'ai légèrement dépensé mon quota de temps de parole, mais tu m'excuseras. Très heureux d'écouter Laurent sur ces questions-là. Voilà, je vais passer la parole à Laurent. Quand le plan de relance avait été présenté par le gouvernement en septembre, vous aviez dit, Laurent, que le gouvernement avait coché les bonnes cases, tout en faisant quelques réserves, etc. Est-ce que vous en êtes toujours là? Comment votre pensée a évolué au fur et à mesure que d'abord, d'une part, l'Union européenne a confirmé les crédits, parce qu'en septembre, ce n'était pas encore le cas, et d'autre part, au fur et à mesure que les différents appels d'offres, etc., sont aujourd'hui sur la table? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Moi, j'avais dit qu'il avait coché les bonnes cases parce que une des craintes qu'on poursuivait, c'était que finalement, la tentation de repartir comme avant, sans intégrer deux questions dont parle Christian, mais moi j'en rajoute une troisième, c'est-à-dire sans prendre conscience que ce qui se joue, et c'est ce que révèle cette crise, c'est une interaction de plus en plus forte entre les enjeux économiques, écologiques et les enjeux sociaux. Le risque, on le sait, était assez grand que la question sociale, mais également la question, et a fortiori la question écologique, soit en dehors du viseur d'un plan de relance. Moi, j'aurais préféré qu'on parle d'un plan de transformation, et j'y viendrai tout à l'heure, parce que finalement, c'est cela que nous appelons de nos voeux. Mais malgré tout, il faut le souligner, parce que moi, je ne laisse jamais les victoires acquises aux autres. S'il n'y avait pas eu un certain nombre d'acteurs pour dire qu'on ne pouvait pas faire l'impasse dans cette période sur la nécessité de la transition écologique, sur l'urgence de la transition écologique, je ne suis pas sûr qu'un certain nombre d'acteurs ne se seraient pas contentés d'un plan de soutien à la croissance et de soutien à l'économie sans s'inquiéter outre mesure de la transition écologique. Donc, oui, je crois qu'il coche un certain nombre de cases, mais il met en avant un certain nombre de manques. D'abord, moi, je suis d'accord avec Christian. Il y a les fonds, et notamment le fonds de transition juste. D'ailleurs, moi, je suis aussi le président de la Confédération européenne des syndicats. On le dit au niveau européen, il est insuffisamment doté. Mais d'expérience, je sais que syndicalement, c'est plus facile de se battre pour qu'un fonds soit davantage doté que lorsque ce fonds n'existe pas. Cette ambition n'existe pas. Et donc, c'est ça qu'il faut intégrer. C'est que si on veut mener les combats, et le combat écologique et le combat de la transition juste. Hein. Vous parliez tout à l'heure dans la présentation très intéressante d'ailleurs de vos travaux de l'acceptabilité de cette transition écologique. Nous, on a syndicalement
poussé depuis longtemps, et d'ailleurs c'est repris en partie au niveau européen, cette idée de transition juste. Il n'y a pas de transition écologique durable d'une certaine manière ou sérieuse s'il n'y a pas une politique de justice sociale qui l'accompagne et d'accompagnement social qui l'accompagne au bon sens du mot accompagnement. Et donc les manques maintenant, c'est évidemment c'est insuffisamment doté. Et moi, je crois que y a la question de la relance aussi pour les ménages est insuffisante. Alors, le problème, c'est qu'on parle de relance, il faut bien se le dire aussi, dans un moment où finalement, on n'est pas encore en relance. On est encore en crise. Et bizarrement, depuis quelques jours, quelques semaines, on sait que cette crise elle va durer durablement. Et moi, une de mes craintes d'ailleurs, c'est que les fonds disponibles pour la relance soient finalement des fonds qui soient utilisés pour faire face à la crise. Et la perfusion dont parlait Christian, moi j'avoue que j'appréhende énormément, ce que j'ai dit ce matin dans une interview, le moment où on va débrancher cette perf. Parce que quand la mer va se retirer, comme on dit chez moi, il reste ce qu'elle a nettoyé et on ne sait pas exactement l'état des choses avant que la marée reflue. Et donc, il y aura un sujet, c'est qu'on ne passe pas d'une logique d'urgence dans cette crise sanitaire qui est absolument nécessaire pour soutenir l'économie, l'emploi, pour soutenir les travailleurs, les ménages. Il faudra faire attention à ce qu'on ne continue pas à ces logiques d'urgence sans s'interroger sur les transformations à opérer. Donc, il y a un niveau de dotation. Il y a un niveau, moi, ce qui m'inquiète, c'est la question du contrôle de l'application de ce plan de relance. Notamment du côté des entreprises. On offre un certain nombre de nouvelles marges potentielles aux entreprises et je n'ai jamais été de ceux qui dénonçaient le soutien à l'économie et le soutien aux entreprises, mais il faudra à un moment donné vérifier que ça s'inscrit bien dans une logique de transformation écologique et de transformation sociale. Donc là, il y a un enjeu. L'autre enjeu et potentiel risque de ce plan de relance, c'est le risque de la verticalité du pouvoir à un moment où la question de confiance démocratique, vous l'avez dit d'ailleurs, est posée de façon extrêmement aiguë. Il faudra partir de la capacité d'innovation des territoires, des citoyens, des corps intermédiaires pour vivre cette relance concrètement. On ne fera pas sans. C'est particulièrement vrai, et c'est un des enjeux pour nous de travailler avec vous, au niveau des territoires. On a trop aujourd'hui, c'est trop absent de ce plan de relance, c'est-à-dire l'opérationnalité. Et puis, au-delà de ça, moi, je crois que ce plan de relance, si on veut en faire un plan de transformation, il faudra repenser notre modèle. Et repenser le modèle, ça veut dire qu'il ne faut pas céder aux sirènes du retour au bon vieux temps. Les gestes barrières de Bruno Latour. Voilà, quitte à reporter les engagements environnementaux. Après, Bruno Latour, qui est extrêmement intéressant, le côté qu'est-ce qu'on abandonne, il faudra regarder dans ce qu'on abandonne la conséquence sociale. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire au mépris, ça ne se traite pas après, en fait, ça se fait de façon corrélée. Mais je crois que la question des indicateurs de progrès, de croissance, on appelle ça comme on veut, elle va être définitivement posée. Enfin, je crois que si on veut passer d'un plan de relance à un plan de transformation, il va falloir se dire sur quoi on base nos politiques et à partir de quels indicateurs. Et donc, je crois que cette crise, elle est potentiellement une opportunité avec beaucoup de dégâts, de s'inscrire délibérément dans la transition écologique, mais de réinterroger aussi, de repenser nos solidarités, de repenser nos systèmes sociaux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut pour ça une vraie volonté de s'écouter mutuellement et il faut pour ça, je crois, une vraie volonté de partager le pouvoir. Et on a suffisamment d'acteurs impliqués aujourd'hui, je pense notamment au territoire, pour le faire. Mais c'est ça qui sera, de mon point de vue, dans ce plan de relance. Je souhaiterais être un plan de transformation, les enjeux principaux. L'exécution réelle, la poursuite de vraies ambitions qui soient autre chose que simplement faire démarrer la machine, mais la faire démarrer de façon plus juste, mais également plus écologique, et la question finalement de la place des uns et des autres pour le faire, et des moyens consacrés.
Merci. Dans ce premier groupe d'échange, dans ce premier échange, moi, je voudrais vous interroger tous les deux sur, vous avez dit, Laurence, que en fait, il fallait une instance de contrôle. Alors, on a quand même le Haut Conseil pour le climat qui a fait une photographie de ce plan de relance en disant d'ailleurs qu'il était beaucoup moins, entre guillemets, vert que il était dit, et en particulier d'ailleurs, il a visé ce que Christian de Pertuis vient de nous rappeler, c'est que finalement, en gros, les investissements, enfin, je veux dire, il manquait toute cette partie de renonciation, finalement, de décarbonation au niveau où on renonce complètement enfin, peu à peu, bien sûr, à ce qui est le plus dangereux pour l'effet de serre. Donc, comment vous réagissez à ce que fait en ce moment le Haut Conseil? Est-ce que vous pensez que ça peut être une instance véritablement de contrôle? Et la deuxième petite question que j'ai en vous entendant, moi je trouve ça extrêmement intéressant, l'histoire du rebranchement, si j'ose dire. Et en fait, on est tous autour de la table, non pas pour la transition, mais pour la transformation. C'est pour ça que vous dans le pacte, toi Christian dans tes livres, et puis nous avec notre rapport sur la transformation, dont nous essayons d'évider l'ensemble des propositions. Mais finalement, il y a un moment de transition, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il devrait y avoir des instruments de transition pour passer des mesures d'urgence à la vraie relance. Et en fait, c'est peut-être ça qui n'est même pas, j'allais dire, conçu. Enfin, je crois que c'est tout simplement une question de conception. C'est pas ce moment-là, il n'est pas conçu dans l'État, en fait. Comment vous réagiriez à cela? Petite incise avant que vous répondiez à la question, parce qu'on n'a pas précisé au début du débat, tous les participants qui vous écoutent peuvent poser leurs questions dans le chat. C'est important. C'est moi qui serai chargée de les sélectionner et de les poser quand on ouvrira la session de questions-réponses à partir de 19h10, 19h15. Merci. Oui, pardon, Sarah, j'aurais dû le dire, excusez-moi. Pas de souci. Laurent. Le rôle du Haut Conseil pour le climat? Entre autres, oui, ou d'instance de contrôle. Moi, je crois que le meilleur contrôle d'une société, c'est les acteurs engagés qui représentent en fait au sein de la société les intérêts divergents qui la traversent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des instances pour le faire. Je crois que le Haut Conseil pour le climat peut permettre de fixer les manques, à condition qu'ils soient autonomes. Hein. C'est un peu comme tous les hauts conseils. Lorsqu'ils fonctionnent bien, ils permettent de faire le point sur les politiques menées et de faire des préconisations. Mais moi, je crois que la transformation qu'on appelle de nos voeux, elle est trop profonde, elle est trop complexe d'une certaine manière pour le laisser à un seul rapport entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Je ne crois pas à ça. Je crois que les entreprises ont un rôle majeur. Quand on regarde votre plan de travail, vos axes de travail, exposés tout à l'heure, vous le montrez très bien. Christian le montre depuis longtemps maintenant aussi au travail. Les entreprises, donc le monde économique a une responsabilité, les collectivités territoriales ont une responsabilité, les représentants des citoyens ont une responsabilité, les représentants des travailleurs ont une responsabilité, et que je pense que il y a un rôle du Parlement, les parlementaires ont une responsabilité, mais si on voulait vraiment s'inscrire mais peut-être qu'on y arrivera, dans ce plan de transformation qui nécessite à la fois des axes clairs qui doivent être définis par ceux qui gouvernent, mais dans une discussion avec ceux qui sont la société civile, et en même temps, si on veut pouvoir le mettre en œuvre et le contrôler, il faudra peut-être s'interroger par une autre forme de gouvernance. Et pas tant pour revoir les institutions. Moi, je ne crois pas que la crise démocratique que l'on traverse, elle a une réponse institutionnelle. Pour une part, peut-être. Elle a une réponse dans l'exercice de la responsabilité et du pouvoir. Et cette transition écologique, quand on regarde bien, elle se fait. Il y a des choses très bien qui se font dans les territoires. Il y a des choses très bien qui se font dans certaines entreprises. Il y a des choses très bien qui se font, y compris en termes de solidarité, ici ou là. Mais il faut pousser à
Il faut pousser à ce que ça fasse davantage. Et donc, je pense qu'il faut des instances d'observation, de commentaires, puis il faut aussi impliquer davantage, et c'est un peu objectivement ce qu'on a y compris dans cette gouvernance du plan de relance, pas compris encore. Il n'y a rien qui se passera sur les collectivités territoriales. Tout le monde le sait. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera facile parce qu'elles seront dedans, mais ça veut dire qu'on pourra faire au plus près des réalités. Puis, dernier point dans ce qui manque, c'est l'éco-conditionnalité des entreprises. Encore une fois, oui, il faut pouvoir soutenir l'économie, mais il faut pour ça clairement que les entreprises rendent des comptes aux aides qu'elles reçoivent. Et il faudra accompagner ça. Et l'éco-conditionnalité, ce n'est pas forcément un tableau Excel que l'on remplit, c'est du dialogue social dans les entreprises, c'est de la controverse dans les entreprises qui permet de mesurer si les fonds publics qui ont servi à soutenir l'entreprise, mais même à sa transformation, ils sont bien utilisés dans le cadre de la transition écologique et bien utilisés en termes de justice sociale. Voilà, moi je crois, donc vous voyez bien, maintenant que c'est défini, il faut aussi se battre sur la méthode et l'application et le rôle des uns et des autres. Et là, moi je ne cache pas, c'est un peu ma crainte aujourd'hui. On ne va pas attendre tous les 2 mois la conférence de presse de tel ou tel ministre pour savoir si les choses se mettent en place. Il faudrait une espèce d'engouement à créer. Alors il est difficile aujourd'hui, on ne va pas se raconter l'histoire, on est en pleine crise, en plein rebond de la crise sanitaire. Donc on ne peut pas voir ça comme à froid d'une certaine manière. Mais il faudrait l'anticiper maintenant. C'est un peu l'appel que je lance. C'est-à-dire que ce qui va se passer quand la mer va se retirer, comme on dit, c'est maintenant que ça se prépare. C'est un exercice difficile parce qu'il faut gérer la crise en même temps, mais c'est absolument nécessaire. Christian ? Je crois que tu es muet. Enfin, moi, je ne t'entends pas. Voilà. C'est bon là maintenant? Oui, c'est bien. Voilà. Je pense que j'ai dû faire en même temps une manip alors que vous. Voilà, exactement. Mais là, on entend ta voix. Parfait. Sur le Haut Comité pour le climat, je ne suis peut-être pas le mieux placé. Moi, je trouve que ce que Laurent vient de dire est très important. Pour moi, la vraie question, ce n'est pas de créer un haut comité, un comité citoyen, un truc comme ça. C'est le rôle des parties prenantes et des corps intermédiaires dans la société. On voit bien qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, depuis que Macron est arrivé, dans la gestion de ces corps intermédiaires et toute cette masse incroyable d'institutions, de collectivités locales, de syndicats qu'il faut mettre en musique. Et ça, je trouve qu'il y a toujours une espèce de tentation un peu de vouloir bypasser. Par exemple, je vous donne un exemple très concret qui n'a rien à voir avec l'écologie, mais il se trouve que sur un plan plus personnel, je suis engagé dans une association qui s'occupe du handicap. Pareil, si on veut travailler à l'inclusion des personnes handicapées, on ne peut pas bypasser les grandes organisations qui font ce travail-là depuis des décennies. Pour moi, ça, c'est le point important. Je trouve aussi majeur le rôle des collectivités territoriales et du Parlement. Et je trouve qu'il y a une tentation récurrente, y compris dans la mouvance écologique, pour essayer de bypasser le Parlement. Or, moi, je considère que les parlements, c'est quand même un ciment absolument incroyable de la démocratie. Sur les territoires et l'investissement public, je voulais juste rajouter un point, un tout petit peu d'économisme, mais des fois, quand même, l'économie est utile. Rappelons-nous que dans l'investissement public, l'investissement de l'État, ce n'est pas grand-chose. 85% de l'investissement public dans ce pays, c'est les collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions, etc. Donc moi, je crains aussi qu'on assiste dans les trimestres et dans les années qui viennent à ces fameux mouvements de squeeze qu'on a subis déjà dans le passé, où l'État
va mettre et afficher des engagements supplémentaires. Et puis, il risque par ailleurs de tromper un peu sur les collectivités territoriales. Donc, ce volet strictement financier, de défendre les budgets d'investissement des collectivités territoriales me paraît absolument essentiel. La grande majorité des investissements qu'il faut faire pour accélérer la transition écologique, c'est au niveau, c'est pas au niveau de l'investissement d'État que ça se joue. J'avais un troisième point que je voulais rajouter, mais je ne sais plus ce que c'est. Donc, et les éco-conditionnalités, ça dépend un peu de ce qu'on entend par éco-conditionnalité. Pour moi, la chose la plus importante, c'est qu'on maintienne l'intégralité des régulations environnementales, des régulations sociales, et qu'on ne fasse pas marche arrière. Je ne crois pas beaucoup aux éco-conditionnalités ou aux socio-conditionnalités, parce que quand les choses vont mal après, les entreprises ont toujours des tas de moyens. Un nom, ça a un nom qui est normalement un principe qui s'appelle le principe de non-régression. Voilà, c'est ça. Pour moi, le point essentiel, c'est véritablement de continuer à aller dans ce sens-là. Pour l'instant, au niveau européen, en matière climatique et environnementale, la très grande majorité des législations sont au niveau européen. Pour l'instant, on n'a pas fait de recul. Au contraire, on a même plutôt accéléré. Donc, je pense que c'est un point important. Et puis, il y a évidemment des volets fiscaux et plus qui concernent la façon dont on tarifie l'environnement, mais sur lesquels je reviendrai peut-être dans la suite du débat tout à l'heure. Merci. Dans cette première phase du débat, même si on a un peu abordé la seconde, moi, ce que je retiens de vous, c'est que, enfin, c'est deux choses qui me paraissent tout à fait importantes. C'est le fait que tout ce qui relance et tout ce qui est réponse à la crise ne peut pas être organisé de manière institutionnelle, encore moins de haut en bas, mais doit finalement être l'occasion de faire naître une nouvelle forme de démocratie, en fait. Je veux dire, je crois que tout le monde aujourd'hui est conscient qu'il faut changer certaines règles démocratiques. Et c'est vrai que la réponse en ce moment, c'est plutôt des réponses institutionnelles, voire constitutionnelles, et des réformes de certains organismes sans peut-être repenser le lien comment dirais-je, à la base, à travers évidemment ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Bon, enfin, moi, je n'aime pas ce mot intermédiaire parce que c'est tout simplement les corps vivants. Et si nous, au comité 21, on a justement souhaité avoir, depuis le départ, avoir ces collèges, collectivités, entreprises, universités, maintenant citoyens et bien entendu ONG, c'est justement parce que nous croyons beaucoup à ces corps intermédiaires qui co-construisent, même si le mot là aussi est éculé. Donc ça, c'est intéressant en ce sens que finalement, il n'y a pas de relance économique et écologique sans une relance démocratique. Et ça, je crois que c'est quand même un petit peu ce que je retiens de notre premier échange. La seconde chose, c'est effectivement tout ce qui est le danger, dont Laurent Berger s'est fait écho, je crois que c'était dans l'Est républicain avant-hier, du danger du moment où on va passer, je veux dire, d'une économie branchée sur des aides publiques à une économie qui va essayer de faire face par des règles économiques, entre guillemets, classiques, à la crise. Et ça va être un carrefour important. Et là aussi, il y a effectivement votre souhait d'organiser la gouvernance de cette transition, qui, elle, est une transition et pas une transformation, est importante. Alors, tout ça nous amène effectivement à ce que j'avais un peu délimité comme troisième sujet, c'est la transformation. Alors, pour l'introduire, je vais faire de la publicité à Christian de Pertuis sur la fin de son livre, parce que si vous voyez, Christian, en fait, il nous dit il y a finalement deux voies, puis finalement, il nous dit qu'il y en a une troisième. Alors, la première voie, c'est
le fait que c'est la première des grandes crises qui vont secouer le 21e siècle. C'est pour ça qu'il parlait de, comment dirais-je, de Covid-39 pour nous remonter le moral, et que finalement, nous n'arriverions pas, nous courrions toujours après la crise qui sera effectivement sanitaire, écologique, peut-être démocratique, etc. Et que nous vivrions, ce que beaucoup de gens nous disent, puisque beaucoup nous parlent même d'apocalypse, comment dirais-je, un siècle de secousses extrêmement fortes. La deuxième direction, ça serait qu'au contraire, après la sidération, on pense effectivement à ce monde d'après, et que grâce en particulier à ce plan de relance, même si vous avez formulé des critiques, vu que la première fois que c'était un plan de relance écologique, vu la jeune génération qui quand même s'empare de ces problèmes, vu le fait qu'il y a une grande réflexion, alors peut-être un peu diminuée par les urgences auxquelles les gens doivent faire face, et aussi un malaise psychologique très profond, eh bien, on devrait quand même tirer quelques enseignements. Si on croit un peu à l'humanisme, les hommes tirent en principe des enseignements. L'histoire n'est pas toujours une répétition. Et nous devrions aller vers une société meilleure. Et Christian même prononce un monde à 3 degrés. Je n'ai pas l'impression qu'il croit beaucoup au 1,5 et au 2, mais enfin, il s'arrête aux 3 degrés et pas aux 5 que le GIEC craint beaucoup. Et puis, il dit qu'il y en a une troisième. Et en fait, il s'appuie sur les dernières phrases de La peste de Camus, et il appelle ça la tentation de l'amnésie collective, c'est-à-dire, mon Dieu, que ce moment a été dur, et puis on continue, alors on continue peut-être en faisant un peu plus d'investissement vert, mais on continue. Or, nous, tous en commun, j'espère ceux qui nous écoutent, et puis nous trois, l'équipe du Comité 21, la CFDT, la chaire économie de Dauphine et tous les gens auxquels nous sommes engagés, avec lesquels nous sommes engagés, nous croyons à la transformation. Alors, quelle peut être cette transformation? Vous en avez déjà parlé, mais quelles sont les grandes... Par où, en fait, par où on peut commencer cette transformation? Puisque pour l'instant, on pose un certain nombre de briques qui doivent nous faire survivre, hein, pour beaucoup d'agents économiques, vivre pour toutes sortes de gens qui sont atteints par la pandémie, et puis après, il y a se transformer. Alors, je ne sais pas à qui je vais donner la parole le premier. La justice veut que je la donne maintenant à Christian, puisque Laurent l'a eu au second round. Mais voilà, quelles sont tes pistes? Et finalement, au fond de toi, puisque tu nous as donné 3 pistes dans ton livre, quelle est celle que tu crains le plus, ou quelle est celle que tu penses, soyons un peu optimistes, vraisemblable? Non, moi, je n'ai jamais été effondriste ou totalement pessimiste, hein, donc je ne vais pas vous décrire la fin du monde. Hein. Je pense que la tentation de l'amnésie est importante, et je dis bien la tentation, hein, parce que le phénomène de l'amnésie, hein, de l'oubli, est une sorte de défense psychologique, qui n'est pas loin du déni. Mais fondamentalement, je pense que la transformation, le mot-clé de la transformation, la suite de la crise sanitaire, c'est la question de la résilience. C'est-à-dire que si on n'est pas trop amnésique, on va effectivement essayer de construire une économie qui fonctionne plus sur les bases de la résilience. Et lorsqu'on accroît la résilience par rapport au risque épidémique, on l'accroît aussi par rapport au changement climatique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un certain nombre de leviers extrêmement importants sous l'angle économique, hein, que malheureusement, on a un peu renoncé à manier, au moins en France. C'est moins vrai au niveau européen et encore moins aux États-Unis. Le premier, c'est la réforme fiscale. On va avoir un problème de financement public, hein, même si certains collègues expliquent que l'argent est devenu magique et que non.
Donc, je pense que la question de qui porte, qui paye et comment on incite est très importante. Et moi, je milite pour une coexistence, si vous voulez, une coexistence, évidemment, une double réforme fiscale avec une composante redistributive absolument indispensable, sous forme probablement de quelque chose qui s'apparente à un revenu minimum universel, avec une reprise de la tarification carbone, parce que si on veut accélérer la transition il n'y a pas de mystère, le levier le plus efficace, c'est évidemment de renchérir le coût des fossiles, mais il faut que ce soit juste. Donc il faut avoir deux volets, un volet redistributif important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît très important et sur lequel on cause beaucoup, mais on ne sait pas trop quoi faire, c'est la question du numérique. C'est la question de la régulation du numérique. Et on voit bien qu'on est en train de basculer vers une forme de capitalisme numérique que j'appelle capitalisme viral dans l'ouvrage. Il y a des tas de volets complexes, il y a des volets plus sur le fonctionnement de la société, la démocratie, sur lesquels moi je ne suis pas très spécialiste, et puis il y a des volets plus économiques qui sont quand même assez majeurs, et ce capitalisme viral, il sécrète toujours plus d'augmentation du prix des actifs financiers, des actifs immobiliers. Donc, ça pose des problèmes de régulation qui me paraissent très importants et qu'il faut prendre à bras le corps dès maintenant, même si dans l'urgence, effectivement, ce n'est pas commode, mais, parce qu'on ne peut pas séparer. Il y aura toujours les urgences. Et puis, troisième point, mais je l'ai déjà dit, mais je le répète, la question du rapport à la nature et de la biodiversité est absolument centrale. Et les modèles économiques qui permettent de réinvestir dans la diversité du vivant sont à l'état d'ébauche. Moi, je sais mettre en place une tarification carbone. Si vous me demandez de mettre en place une taxe, je sais la mettre, je sais la redistribuer. Je sais mettre en place un système de cap and trade, de quota de CO2. Comment construire des outils qui permettent de réinvestir massivement dans la biodiversité? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que ça va devenir le très gros enjeu de demain qui rattache la question du climat, la question de la nature, la question de la biodiversité. Il y a une approche réglementaire qui commence à exister en France, qui s'appelle l'artificialisation zéro mais comment est-ce qu'on va faire économiquement, parce que quand on dit artificialisation zéro, on va bloquer effectivement l'expansion périurbaine, ce qui est très bien, mais du coup, on va accroître encore plus la valeur de la rente foncière de ceux qui ont déjà de l'espace. Donc, toutes ces questions, c'est un nouveau champ d'exploration pour les économistes, passionnant. Et je crois, si les économistes peuvent jouer un certain rôle dans l'accélération de la transformation, c'est bien sur ces champs de la réforme fiscale, de la régulation numérique et du réinvestissement dans la biodiversité qu'il faut travailler. Comme l'a dit Laurent, aussi dans le domaine qui est le mien, de la science économique, dans un esprit de diversité des points de vue, de confrontation des points de vue, et pas dans un esprit de « moi je détiens la vérité et toi tu n'as qu'à m'écouter ». Parce que c'est des choses qui se construisent, qu'on connaît encore mal, et donc c'est un processus complexe. J'espère avoir répondu le moins mal possible. Non, merci. C'est effectivement, et ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que tu nous parles de résilience, mais par rapport à beaucoup de gens qui en parlent de manière un petit peu incantatoire, tu donnes des pistes précises. Essayons d'être concrets, oui. Personnellement, ça me plaît beaucoup. Et un dernier mot, parce que j'ai oublié de dire un truc que je vais dire. Après, je passe la parole à Laurent, il y a beaucoup de choses à rajouter. La question de l'adaptation au changement climatique est très importante. Moi, je me réjouis que le comité 21 ait pris cette dynamique en main, parce que dans la justice climatique, on parle beaucoup de justice climatique aujourd'hui, alors ça, pour en causer, on en cause, on va devant les tribunaux. Bon, je pense que si on veut accélérer les transitions, ce n'est pas forcément les tribunaux qui sont le meilleur accélérateur, mais dans la justice climatique, la question d'avoir des politiques d'adaptation qui sont des politiques d'accompagnement des territoires et des citoyens dans leur résilience par rapport aux impacts qui vont s'aggraver dans au moins 2 ou 3 décennies compte tenu du stock de gaz à effet de serre qui est déjà
Ça, c'est très important. Et moi, je suis très heureux que le comité 21 ait intégré cette dimension-là dans ses travaux. C'est une dimension qui est totalement absente des plans de relance en réalité, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. Oui, c'est vrai que l'adaptation a beaucoup de retard et nous y sommes très attachés. Moi, ce qui me frappe sur l'adaptation, c'est que c'est ce qui permet de relier les gens à un long terme dont qu'ils ont beaucoup de mal à imaginer à leur présent. C'est-à-dire qu'ils ressentent déjà les effets du changement climatique, etc. Alors, et il y a un secteur où c'est absolument incontournable, c'est l'agriculture. Si tu veux bouger quoi que ce soit dans l'agriculture, il faut commencer par interroger les agriculteurs sur l'impact du changement climatique sur leur activité et pas leur réaccepter des vérités toutes faites comme quoi il faut arrêter de faire de l'élevage pauvre, etc. Alors, à ces solutions de transformation, moi, je voudrais interroger Laurent Berger parce qu'il a beaucoup insisté dans différentes interventions. Et d'ailleurs, le pacte du pouvoir de vivre, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir de vivre, c'est un mot extrêmement fort. Et en fait, c'était quelque chose d'assez précurseur, tout simplement parce qu'on voit aujourd'hui la place absolument centrale qu'a repris le mot vie, je veux dire. Alors, d'une part, vie et mort, tout court, c'est le résultat de la pandémie, tout le débat autour de l'essentiel aussi. Et puis, en fait, le fait, et c'est ainsi que les hommes vivent, pour reprendre une interrogation poétique célèbre. Bon. Donc, je veux dire, ce sur quoi je voudrais l'interroger, c'est qu'est-ce qui, pour lui, pour la CFDT, pour la réflexion du pacte de vivre, est le plus important par rapport à ce qu'on appelle, alors non pas la justice climatique effectivement, mais la justice tout court, parce que je crois que tous les événements de ces différentes années, bien avant la pandémie, les événements sociaux en particulier, ont montré un désir très âpre de justice, une insatisfaction devant les inégalités grandissantes. Et ce qui serait dramatique, c'est qu'avec les meilleures intentions du monde, la relance accroisse ces inégalités. Oui, peut-être d'abord, avant de répondre à cette question, vous dire pourquoi on a lancé ce pacte du pouvoir de vivre. Pourquoi un jour, avec des associations partenaires, maintenant on est plus de 60, on a décidé. Tout simplement parce que le débat à ce moment-là, en pleine crise des Gilets jaunes, laissait à penser qu'il faudrait choisir entre la fin du monde et la fin du mois, c'était selon la formule célèbre, et qu'en gros se jouait simplement la question du pouvoir d'achat versus le devenir global de la planète et la question écologique. Ça nous a paru être un débat totalement mortifère. Et moi, je crois que ce qui s'exprime, parce que les organisations que nous représentons les uns et les autres dans ce pacte du pouvoir de vivre ont de nombreux adhérents, nombreux militants, ce qui s'exprime, c'est plutôt la capacité d'avoir le pouvoir de vivre, et j'ai presque envie de dire après, le pouvoir d'agir d'ailleurs. Le pouvoir de vivre, c'est quoi? C'est d'abord vivre les uns avec les autres. C'est tout bête, mais on est dans un moment où le débat se polarise à outrance. D'ailleurs, c'est le moment le pire entre nous pour vivre cette transformation en termes de qualité du débat démocratique. Puisque un joli rapport sur la transformation nécessaire du comité 21 vaut pour nombre de gens à peu près autant que la caricature en 280 signes de tel ou tel sur un compte Twitter. Mais je rigole à peine quand je dis ça. Et donc, au moment où ce débat se polarise, il faut montrer que les intérêts ne sont pas en tout point antagonistes et que la question de la justice sociale, des solidarités, notamment à partir des ménages pour lesquels la question de vivre n'est pas qu'une question sanitaire, mais qui est une question tout simplement économique aussi. Donc, la question des solidarités, elle est complémentaire avec la question de la transition écologique, elle est complémentaire aussi avec la question démocratique. Et c'est ces trois dimensions-là qu'on a voulu réunir à travers les 66 propositions qu'on continue de faire prospérer et qu'on continue d'approfondir surtout. Et parmi celles-ci, il y a à la fois des changements structurels. Quand je dis structurel, c'est par exemple la question fiscale, la question de la redistribution, les questions donc économiques, mais il y a aussi des questions de société sur la place qu'on est prêt à faire
à tel ou tel, la question du logement, etc., etc. Enfin, tout un tas de sujets qui sont reliés dans ce pacte du pouvoir de l'île. Et si on l'a fait, c'est que moi, ce qui me fait le plus craindre qu'on ne soit pas toujours dans la capacité de faire les bons choix, et d'ailleurs, ça rejoint la question sur le Haut Conseil pour le climat. Moi, je crois qu'à chaque fois qu'on sortira de cette polarisation pour poser les choses dans la plateforme RS, le Conseil pour le climat, dans d'autres instances qui peuvent exister, c'est qu'on puisse écouter des points de vue divergents. C'est totalement, c'est très fatigant pour les uns ou les autres d'écouter des gens qui ne soient pas d'accord avec eux et d'estimer qu'ils ont une part de légitimité à exprimer ça, même si on n'est pas d'accord avec eux. Mais on ne fera pas de transformation à la hussarde, parce qu'un des risques qu'on peut avoir, c'est qu'à un moment donné, ces transformations se fassent dans des modes opératoires qui ne sont pas forcément très adaptés ou très en phase avec nos ambitions démocratiques. Et donc, je crois qu'on a besoin que un des sujets importants, c'est encore une fois la question la capacité d'abord à se fixer un cap partagé. C'est absolument nécessaire. Plus personne n'a l'impression de savoir où on veut vraiment aller. Alors certains, les communicants, appellent ça le récit. Moi, je n'aime pas le récit parce que ça voudrait dire que quelqu'un raconte à d'autres. Moi, je préfère la construction d'une vision partagée. Le volet de qui participe à quoi dans les choix collectifs, c'est le volet redistributif dont parlait Christian, mais on ne fera pas l'impasse de ça. On n'y arrivera pas sans ça. Et puis après, il faut parler de la question des grands choix opérés et de l'accompagnement des citoyens. Puis, il y a un enjeu qu'il ne faut pas oublier, c'est l'enjeu européen. L'Europe peut représenter une vraie chance. Alors, c'est un vrai handicap aussi, pour une part. Enfin, ce n'est pas un handicap pour cette transformation, c'est un vrai chemin de croix, parfois. C'est peu de le dire. On l'a vu avec ce plan de relance, avec certains pays très réticents et à s'inscrire à la transition écologique et à s'inscrire dans le respect de l'état de droit et des droits fondamentaux. Mais c'est aussi une vraie opportunité quand on se dit qu'en ce moment, en Europe, il y a la question de la mise en place d'un salaire minimum. C'est absolument indispensable, y compris sur la transition écologique, dans un certain nombre de pays. Il y a la question de la mise en œuvre du Green Deal, la stratégie de l'UE en matière de biodiversité. Il y a la révision sur la directive sur l'information extra-financière pour apporter transparence et comparabilité dans l'information extra-financière des entreprises au niveau européen. Il y a la question de la préparation d'une directive sur le devoir de vigilance. Vous savez que la France a été pionnière, la CFDT est l'une des organisations qui a le plus poussé pour que les grandes multinationales puissent être responsabilisées dans le traitement qui est fait à leurs fournisseurs, à leurs sous-traitants en termes d'atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité, à l'environnement. Et nous, on souhaite que ça se généralise, que ce devoir de vigilance se généralise et qu'il ne soit pas simplement pour les grandes entreprises, d'ailleurs. Donc, vous voyez, on a au niveau européen des opportunités. Maintenant, la question qui est posée, donc les idées, on peut les avoir, elles peuvent être contradictoires, mais je crois qu'on peut arriver à des formes de compromis, sinon compromis de fait majoritaire. Ça, c'est aussi comme ça que fonctionne une démocratie. Mais le chemin va être déterminé. Et le chemin, pour l'instant, on ne le voit pas. Et c'est ça qui, de mon point de vue, est inquiétant. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on soit en panne d'idées. Je crois qu'on a gagné la bataille culturelle d'une transition écologique, d'une transition juste. On n'a pas gagné encore la mise en œuvre. Ou en tout cas, on n'a pas gagné l'accélération nécessaire. Et l'accélération nécessaire, c'est tout le monde sait qu'il faut plus d'énergie pour propulser que pour être en rythme, même si je n'aime pas trop ce terme, mais en rythme de croisière. C'est ce moment-là qui est devant nous. On a des moyens qui ont été mis sur la table, il ne faut pas se raconter d'histoire, ils sont insuffisants, c'est vrai, mais la question, c'est se propulser, mais vers où, quoi? Parce que ce dont il est question, ce n'est pas de ralentir, c'est de changer de direction. Vous voyez? Et donc, de se donner de l'énergie pour aller ailleurs. Et là, je crois qu'on a besoin d'une alliance, de nouvelles alliances. Et moi, je crois qu'on a besoin de collectifs. On a besoin, et d'un niveau syndical, on a, je le dis, besoin de nouvelles alliances avec des ONG, avec des associations, avec des partenaires. Et si on ne crée pas cette alliance avec ce que sont nos différences, ce que sont nos nuances, mais cette alliance pour une transition juste, disons-le comme ça, j'ai peur que l'énergie ne soit pas suffisante pour aller là où on a envie d'aller. En fait,
ça s'appelle un cap, comme dirait Edmond Rostand dans la tirade d'aînés. Ça s'appelle un cap parce que, effectivement, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas donner, comment dirais-je, on ne peut pas offrir aux populations qui sont quand même, dont beaucoup sont en souffrance ou de multiples volets, surtout en ce moment, le cap que nous tous spécialistes on se donne, c'est-à-dire ne pas dépasser les 2 degrés, maintenant que les lendemains qui chantent, je pense que personne n'y croit plus. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il faut construire un cap commun en fait, hein. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile et moi, ce qui me fait assez peur, c'est les antagonismes qui montent dans la société et qui peuvent arriver. Je ne voudrais pas, comment dirais-je, rebondir de manière artificielle sur l'actualité, mais les États-Unis et la France n'est pas comparable. En revanche, la force des antagonismes, cela peut quand même être comparé malheureusement. Alors, je crois qu'on va donner la parole maintenant. Je pense que Sarah peut prendre la parole pour regarder les personnes qui nous ont posé des questions. En tout cas, il y a quand même 2-3 choses très importantes à retenir, hein. Le fait que nous ne soyons pas encore arrivés à avoir inventé une démocratie de la relance, si j'ose dire, hein, c'est un petit peu cela. Que les différents instruments de la transformation, certains sont là, mais d'autres non. Et troisièmement, que le faire ensemble pour vivre mieux, eh bien, c'est un champ sociétal, si j'ose dire, social, sociétal, encore tout à fait ouvert, ce qui me conduit à reformuler des vœux pour 2021, mais en disant qu'il y a du pain sur la planche. Sarah, est-ce que tu peux nous dire les questions qui nous sont posées par nos invités? Oui, alors on n'a plus beaucoup de temps malheureusement pour toutes les questions, donc il va falloir qu'on fasse des choix et je ne vais pas pouvoir les poser toutes dans leur intitulé originel. Mais on a un paquet de questions autour de l'éco-conditionnalité aux entreprises, comment les imposer aux entreprises et un peu votre vision sur cette question-là, même si vous avez commencé à y répondre dans les interventions. Un autre paquet de questions autour de la place de l'éducation des élites, des futurs décideurs sur la transformation écologique et sociale. Une question un peu plus précise autour de l'affaire du siècle. Si à votre avis, ce serait plutôt un frein ou un levier à l'action on va peut-être le faire en 2 fois. Parce que Mais en fait, je crois que Laurent Berger a une contrainte. Ah bon, pardon. Oui, à 19h25. Donc, je l'ai posé un peu pour que vous puissiez, cher Laurent, répondre à celle qui vous inspire le plus ou celle qui vous semble la plus structurante. Et puis, simplement la dernière qui me semble quand même importante de question, justement sur la démocratie de la relance, comme tu disais, Bettina, c'est finalement, c'est quoi les contours de cette démocratie de la relance après un épisode grand débat, après un épisode Convention citoyenne pour le climat et après, et bientôt après, le futur référendum qui devrait arriver dans les mois qui viennent? En 5 minutes, Laurent, vous allez répondre à toutes les questions. Ouais, je suis désolé, j'ai effectivement une contrainte qui n'était pas prévue avec une enfant qui est malade. Sur l'éducation, d'ailleurs, moi, je vais contourner un peu la question, pas que pour les élites. Moi, vous savez, je suis un enfant de l'éducation populaire. Je crois qu'il faut éduquer à ce que peut-être un monde qui ne soit pas le grand soir, mais qui soit quand même une forme d'utopie mobilisatrice pour une société, l'ensemble des citoyens. Et je crois qu'on a beaucoup perdu, y compris dans l'exercice du débat public, par cette incapacité de se construire les uns avec les autres à travers ce processus d'éducation populaire. Et donc, je crois, oui, qu'il faut que l'enjeu éducatif est fondamental. Et on le voit bien d'ailleurs, hein, sur un certain nombre de sujets, notamment liés à la transition écologique, on est quand même des fois plus poussé par ses enfants qu'entraîné par ses parents. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.
liées aussi à des évolutions là-dessus, parce qu'il ne s'est pas rien passé. Sur l'éco-conditionnalité, encore une fois, moi, je crois, comme Christian, au respect des normes, au renforcement parfois des normes, et je crois au contrôle social de l'entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes jamais mieux placé pour regarder si dans l'entreprise, les choses se font en respectant les enjeux de transition écologique, en respectant la question de la répartition de la richesse, du respect des conditions de travail, etc., que lorsque vous êtes représentant du personnel de cette entreprise. Et moi, je crois que c'est ce qu'on appelle à la CFDT une forme de codétermination à la française, plus de représentants des salariés dans la gouvernance de l'entreprise, plus de dialogue social, et notamment, on œuvre beaucoup nous, pour que la question, et tout à l'heure ce que vous avez dit m'intéresse dans votre plan de travail, que la question de la transition écologique dans les entreprises soit un sujet de négociation, de confrontation, et davantage de place du travail et de respect du travail et de considération du travail pour les salariés. Et je crois qu'au-delà des règles qui seraient des tableaux Excel sur l'éco-conditionnalité, c'est la question de ce contrôle social de la démocratie finalement de l'entreprise qui sera posée. Moi, je crois qu'il ne faut jamais opposer la réflexion de fond, la construction de compromis, etc., avec ce qui est parfois plus une action des formes d'action un peu activistes ou je ne crois pas qu'il faille rentrer dans cette logique-là. Moi, je suis un syndicaliste et je crois qu'à des moments donnés, il faut s'indigner. À des moments donnés, il faut proposer, il faut s'engager, il faut négocier. Et c'est la palette de tout ça qui fait qu'on est un peu complet. Et dans l'alliance, les alliances dont j'ai parlé tout à l'heure, dont on a besoin de construire, je crois qu'on a besoin aussi d'organisations qui, à un moment donné, parce qu'on travaillera avec elles, parce qu'elles ne se contenteraient pas de faire simplement cela, soient capables de porter les choses en justice, par exemple, comme c'est le cas de l'affaire du siècle. Et je crois que ce serait une erreur de considérer que c'est contre-productif. Ce n'est pas du tout contre-productif, c'est une forme de conscience collective qui peut s'opérer par là. Ça ne suffira pas en soi, évidemment, mais je crois que c'est vraiment ces alliances-là qu'il faut essayer de construire. Et c'est quoi les contours de la démocratie de la relance? Moi, je crois que justement, c'est la fin d'une vision un peu verticale. Ce n'est pas des gens qui savent qui expliquent à ceux qui ne savent pas. Et le grand débat était une formidable opportunité, mais il n'a pas été exploité en rien. Le grand débat, il ne disait pas qu'il y avait trop d'impôts, il disait que l'impôt était injuste. Mais on nous a transformé ça avec il y a un problème de fiscalité et trop plein d'impôts. Donc, moi, je crois qu'il faut reposer les bases d'un cap à se fixer et que cette crise, elle est une opportunité de se redire qu'est-ce qu'elle nous enseigne et vers quoi on aurait envie d'aller les uns et les autres. Et pour cela, et trouver le compromis et que le Parlement ait un rôle dans la construction de ce compromis aussi, hein, ceux qui nous gouvernent, mais qu'il le fasse avec les acteurs engagés, quels qu'ils soient. Et ensuite, de se fixer une capacité de mesurer les choix qui seront faits à partir des indicateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on n'avance pas? Et si on n'avance pas, qu'est-ce qu'il faut faire bouger? Mais pas une espèce d'agitation permanente du débat public qui finalement ne sait plus où on veut aller et pas d'instrumentalisation de cet enjeu écologique, qui est un enjeu fondamental au service de telle ou telle ambition, simplement au service de l'humanité. Je crois que si on arrivait à reposer un peu les choses comme ça, on a suffisamment de matière, je le redis, pour le faire. Voilà. Et donc, je crois qu'on a encore beaucoup entre le Pacte du pouvoir de vivre et le Comité 21 à faire ensemble, mais j'ai été obligé de vous laisser. Merci beaucoup, Laurent. On va vous libérer. Moi, ça nous a fait très plaisir de commencer l'année avec vous. J'en profite d'ailleurs pour remercier Frédéric Lelouch, présidente de la plateforme RSE, d'avoir beaucoup contribué à notre rapprochement. Et nous allons donc définir un chemin commun. Merci et bonne année. Et du coup, Christian, maintenant, c'est à toi de répondre aux questions posées avant que je ne dise un mot de conclusion. Malheureusement, elle vient de nous quitter, mais j'avais exactement la même réaction que Laurent sur l'éducation. Pourquoi l'éducation des élites? Ce n'est pas du tout la question. Hein. Moi, je suis prof, donc la question de l'éducation me passionne. En général, j'enseigne à l'université, mais il m'est arrivé de faire des interventions devant des collégiens. Et j'ai peur, lorsque je vais
causer de changement climatique à des collégiens parce que je ne sais pas très bien comment m'y prendre, alors que je suis très à l'aise avec les étudiants du supérieur et je pense que l'enjeu central de l'éducation, je le vois à 3 niveaux. D'abord, l'éducation de base au niveau du système primaire et secondaire. Je pense qu'il y a des fragilités énormes dans notre société qui viennent du fait qu'on perd un peu des domaines d'excellence qu'on avait dans cette formation de base. Le deuxième enjeu que je vois, c'est l'éducation des sciences. Moi, je suis très frappé que quand un économiste veut travailler sérieusement sur l'écologie, la première des choses qu'il doit faire, c'est se renseigner auprès des scientifiques. Sûr. Et on n'a pas assez de formation de base sur le fonctionnement du système Terre, etc. Donc ça, je pense qu'il faut renforcer énormément ça. Et puis, le troisième point, c'est évident, c'est l'éducation permanente. C'est-à-dire que si on veut éviter les difficultés des reconversions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la formation permanente qui est essentielle et pas celle des élites. C'est des gens qui risquent d'être déclassés par la transition écologique. C'est ça le truc. Les éco-conditionnalités, j'y reviens pas. Pour moi, ce qui est central, c'est les normes, le respect des normes. Et je pense que là, mais bon, c'est dommage de parler sans Laurent. Je suis assez d'accord avec lui sur la question de la gouvernance de l'entreprise, mais ça pose aussi la question du pouvoir du capital et de la forme, de la finalité de l'entreprise. Affaire du siècle. Moi, je trouve extrêmement intéressant qu'il y ait des actions qui soient menées contre les États. Bon, il y a l'affaire du siècle en France, il y a l'affaire des Pays-Bas, il y a l'affaire peut-être plus intéressante même de la municipalité du Nord de la France. Je pense qu'une certaine forme de judiciarisation de la vie collective qui nous vient tout droit des États-Unis n'est pas forcément systématiquement la bonne façon d'avancer. Hein. Et j'ai regardé d'assez près tout ce qui s'était fait, notamment en matière de tabagisme, tous les grands procès sur le tabagisme. Je ne suis pas toujours certain que c'est beaucoup augmenté l'efficacité de l'action collective. En revanche, ce que je pense, c'est que ces formes d'action nouvelles sont le reflet, effectivement, d'une prise de conscience beaucoup plus large de la société par rapport à la question écologique et notamment par les jeunes générations, et ça c'est évidemment très important. Démocratie et relance, en gros je ne vais rien ajouter de plus que ce qu'a dit Laurent, parce que ça me paraît marquer du saut du bon sens. En plus, moi, oui. Peut-être 2 questions un peu plus dirigées pour vous qui oui. me semblent importantes avant les de prolongations conclure. Là, parce qu'il est 19h30. Oui, mais ça me semble important vu les fonctions que vous occupez. Oui. Comment réussir le désinvestissement des énergies fossiles, plus particulièrement donc. Et du coup, la question pendante, c'est finalement comment on accompagne les perdants de cette transition. Il y aura forcément des emplois qui vont disparaître et comment on accompagne cette... Je pense que vous, en même temps que vous posez la question, vous apportez la réponse. Donc c'est très bien, moi ça me libère un peu de la... Bon, la question du désinvestissement, elle est majeure. Elle est majeure pour réussir la transition, la transformation, parce qu'effectivement le terme transition n'est pas le bon. Le bon terme, c'est la transformation écologique. Là, ce qui vraiment est important, c'est le calendrier. Si vous voulez. On est dans une course contre la montre parce que ce qui réchauffe la planète, c'est le stock. Hein, donc, on est en retard sur la maîtrise du stock. Hein, donc, il faut désinvestir vite. Et donc, en réalité, il faut faire en quelques décennies ce que de toute façon on ferait sur une... Et donc ça a un coût très élevé. Très élevé. Et comment faire pour accompagner? Il faut, anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que on baisse les cadences et puis qu'on mette les gens au chômage. Il faut anticiper. Donc on sait que, des exemples concrets, puisque
on se réjouit tous que le plan de relance va faire des méga-usines pour qu'on fabrique les batteries des nouveaux véhicules de demain en Europe et plus en Chine et en Asie. Bon, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec les fonderies, les gens qui fabriquent des moteurs thermiques, hein? L'industrie automobile, c'est en termes d'emploi, ça prend l'ensemble de la filière avec l'industrie agroalimentaire, l'une des deux grandes industries de main-d'œuvre en Europe. Comment on fait? Je vais parler de l'industrie agroalimentaire, et maintenant venons-y. On sait que dans la transition écologique, il y a un volet agricole et alimentaire qui est très important. Et on sait qu'il va falloir aussi faire de la sobriété alimentaire. On parle beaucoup de sobriété énergétique. Je trouve que le terme sobriété alimentaire est peut-être encore plus clair. On sait notamment qu'il va falloir modifier nos régimes alimentaires et les équilibrer mieux. Bon, tout ceci a des implications très importantes, non seulement sur les conditions de production agricole, mais sur les conditions de transformation de produits agricoles. Donc, il faut accompagner et anticiper. Il faut mettre de l'argent public. Il faut mettre de l'argent public parce que si vous mettez les bonnes incitations économiques, on est dans un système économique qui sait investir. Vous mettez un bon prix du carbone, vous allez effectivement accélérer le désinvestissement des fossiles. Ce que ne sait absolument pas faire notre système économique et le système privé, c'est désinvestir et reconvertir. Et donc là, il y a un volet très important d'investissement collectif qui passe par de la formation, qui passe par de la restructuration. Il y a un volet territorial évidemment très important. Parce que on voit bien qu'il y a des territoires qui sont très différents les uns des autres. Et je voudrais rajouter peut-être juste un point, c'est que la complémentarité entre les territoires est très importante et que le discours sur la démondialisation me paraît un tout petit peu dangereux. Il ne faut pas démondialiser, il ne faut pas viser des protectionnistes, des autarcies de territoires. Hein, il faut viser des complémentarités nouvelles entre territoires, que ces territoires soient en France ou en Europe, et aussi avec les territoires non européens, y compris pour la sécurité alimentaire. Parce que si on veut de la sécurité alimentaire, ce n'est pas qu'une question de production, c'est aussi une question d'échange, etc. Les échanges, le stockage, ces choses-là sont indispensables aussi pour ces questions de résilience. Je n'ai sans doute pas répondu bien à la question, mais vu l'heure qu'il est, il faut que je m'arrête. En plus, les profs sont toujours trop bavards. Alors, je crois qu'effectivement… J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Merci Christian. Sous le contrôle de Sarah, je crois qu'effectivement, et d'Antoine, nous allons nous arrêter. Moi, je voudrais vous dire à tous deux, et je pense que certains transmettront mes plus vifs remerciements à Laurent Berger et à Christian de Pertuis. Je pense que ce qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu dans ces échanges, c'est que ce sont deux personnes qui, comme on dit, ne parlent pas de la même place, mais qui se rejoignent. Et rien que ça est extrêmement encourageant parce que à partir du moment où des experts et des universitaires, même engagés comme toi, Christian, bien sûr, et des gens dont l'action est justement l'engagement se rejoignent, eh bien ça, c'est un espoir. C'est un espoir parce que nous n'avons pas d'un côté des gens qui ont une vue théorique de la transformation et de l'autre, une vue pratique et quotidienne, mais au contraire, une fusion des deux. Et ça, je crois que c'est ce dont on manque le plus, ce dont on a le plus besoin. Et c'est un petit peu aussi le sens de l'action du Comité 21, toujours de mettre, comment dirais-je, dans des échanges communs, les gens qui font, les collectivités locales, les entreprises, etc. Et puis, les gens dans d'autres collèges qui essayent de théoriser un petit peu notre complexité d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, à vous tous, très bonne année. C'est un webinaire de vœux et de rentrée. Donc, le prochain, d'ailleurs, du Comité 21 se fera sur notre guide de biodiversité que nous avons le plaisir de coproduire avec la CGPME dans cette année qui sera consacrée beaucoup à la biodiversité. On vient de vivre le One Planet Summit qui a été consacré là-dessus. Voilà, moi je crois à la transformation et je crois au fait que malgré les difficultés que nous traversons, tant bien que mal, tant mal que bien, elle est en marche. Donc, encore une fois, bonne année à tous et merci.